La cloche sonnait avant même que le ciel ne se décide entre la nuit et le jour, sa voix de bronze se brisant contre la pierre froide des bâtiments de ferme. C'était le premier son, et le dernier, le métronome de nos vies réglé par une main que nous ne voyons jamais mais dont nous sentions le poids à chaque instant. Ici, sur le domaine du baron de Valois, près de Dijon, l'année 1855 n'était qu'un chiffre sur un calendrier lointain. Le temps véritable se mesurait en saison de labeur, en hiver de faim et en été de suaire. Le froid de l'aube bourguignonne était une chose vivante, une bête qui se glissait sous nos paillasses de paille et mordait nos os. Il avait l'odeur de la terre gelée, du fumier et d'un désespoir si ancien qu'il semblait faire partie de l'air que nous respirions. Je me levais avec les autres, un corps parmi tant d'autres, dans la pénombre puante du dortoir des hommes, et je savais que cette journée serait identique à la précédente, une nouvelle rotation sur la roue de notre servitude. Nous étions une armée silencieuse sortant de nos quartiers misérables, nos silhouettes se découpant dans la brume matinale. La hiérarchie était gravée dans la géographie même du domaine. Le château, masse sombre et imposante sur sa colline, nous tournait le dos, ses fenêtres encore obscures ou faiblement éclairées par des lampes à huile. En bas, dans la boue et le froid, se trouvaient nos vies. Nous passions devant les cuisines où s'échappait déjà l'odeur du pain frais destiné à la table du maître, une odeur qui nous était aussi étrangère que la chaleur d'un foyer. Nos rations nous attendaient sur des tables en bois brut, un morceau de pain rassis et un bol de bouillie tiède. Personne ne parlait. Manger était une nécessité mécanique, un carburant pour les muscles qui allaient bientôt servir. Chaque regard échangé était lourd de ce que nous ne pouvions dire, une communauté de souffrances muettes où la survie dépendait de notre capacité à devenir invisible, interchangeable, sans importance. Le maître, le baron, n'avait pas besoin d'élever la voix pour asseoir son autorité. Sa présence suffisait. On l'entendait avant de le voir, au craquement de ses bottes sur le gravier de la cour, un son sec et régulier qui annonçait l'ordre. Il arpentait son monde comme un dieu mineur, son regard balayant les champs, les bâtiments et les hommes avec la même expression de possession tranquille. Il incarnait la structure qui nous écrasait, non par une cruauté constante et vociférante, mais par une indifférence absolue à notre humanité. Nous n'étions pour lui que des outils, plus complexes que la charrue, mais tout aussi remplaçables. Sa puissance ne résidait pas dans ses coups, bien qu'ils fussent prompts à venir, mais dans sa capacité à nous faire oublier que nous étions des hommes. Sous son regard, je sentais ma propre existence se réduire à une paire de mains et un dos, rien de plus. Le contraste entre son monde et le nôtre était une violence quotidienne. L'intérieur du château, que j'entrevoyais parfois en transportant du bois ou en nettoyant les extérieurs, était un univers de silence feutré, de bois sombre et de velours pourpre. La lumière y était tamisée, caressant les dorures des cadres et l'argenterie polie. C'était un monde où les sons étaient étouffés, où le temps semblait s'écouler plus lentement, rythmé par le tic-tac d'une horloge de parquet. Nos quartiers, à l'inverse, étaient un lieu de promiscuité bruyante et de misère tangible. Les murs suintaient l'humidité, le sol en terre battue ne séchait jamais complètement, et l'air était épais de l'odeur de corps fatigués et de vêtements jamais vraiment propres. La seule chose que nous partagions avec le château était le froid, mais le nôtre était une morsure implacable, tandis que le leur était tenu à distance par des feux crépitants dans des cheminées monumentales. Au centre de la cour principale, exposé aux yeux de tous, se dressait le carcan. Ce n'était pas une relique d'un passé barbare, mais un instrument en usage régulier. Il servait à rappeler à chacun les règles invisibles qui gouvernaient nos vies. Un mot de trop, un regard jugé insolent, une tâche mal exécutée, et l'on pouvait s'y retrouver, la tête et les mains prises dans le bois, offerts à la honte publique, au vent, à la pluie et au crachat. Je l'avais vu utiliser plus d'une fois, et le souvenir restait gravé en moi. Ce n'était pas tant la douleur physique qui marquait les esprits, mais l'humiliation totale, la réduction d'un homme à un spectacle, à un avertissement pour les autres. Le carcan était le symbole le plus honnête. Nous étions attachés à ce domaine non par des chaînes de fer, mais par la peur, la dépendance et la certitude qu'il n'y avait nulle part où aller. Nos journées se consumaient dans les vignes, qui faisaient la fierté et la fortune du baron. Le travail était abrutissant, une répétition sans fin, de l'aube au crépuscule. Tailler, lier, désherber, vendanger.
Nos mains étaient devenues des outils de cuir, calleuses et crevassées, nos dos courbés en permanence vers cette terre qui nous prenait tout et ne nous donnait rien en retour. L'été, le soleil nous cuisait sans pitié, collant nos chemises de toile rêche à notre peau. L'hiver, le vent glacial s'infiltrait dans nos vêtements usés, nous gelant jusqu'aux os. Nous travaillions en silence, sous la surveillance de l'intendant, un homme dont le seul talent était de traduire la volonté du maître en ordres aboyés. Les vignes s'étendaient à perte de vue, des rangées parfaites, produisant le vin qui réjouirait les palais de gens que nous ne rencontrerions jamais, dans un monde qui ignorait jusqu'à notre existence. La peur était notre compagne la plus fidèle, une peur sourde, constante, qui se nichait dans le creux de l'estomac. La peur du maître, bien sûr, mais aussi la peur les uns des autres. Le système nous encourageait à nous épier, à nous méfier. Un mot rapporté, une faute dénoncée, pouvait valoir une faveur, un morceau de pain supplémentaire, une tâche moins pénible. Cette surveillance mutuelle brisait toute possibilité de solidarité véritable. Nous partagions la misère, mais nous la partagions dans la solitude. Le silence était donc notre refuge et notre arme. J'avais appris à ne rien laisser paraître sur mon visage, à maîtriser chaque muscle, à peser chaque mot avant qu'il ne franchisse mes lèvres. Parler était un risque, penser était dangereux, sentir était un luxe que nous ne pouvions nous permettre, car la moindre fissure dans notre masque de soumission pouvait être interprétée comme une rébellion. Je me souviens d'un jeune palefrenier, à peine un garçon, accusé d'avoir mal soigné le cheval favori du baron. La punition fut publique, comme toujours. Le baron n'assista pas lui-même, il délégua cette tâche à son intendant, ce qui rendit l'acte encore plus impersonnel et cruel. Le garçon fut attaché au carcan, torse nu dans le froid piquant de l'automne. L'intendant le fouetta, non avec rage, mais avec une application méthodique, chaque coup de lanière de cuir laissant une strie rouge sur sa peau blanche. Nous fûmes tous contraints d'assister à la scène, nos visages impassibles, dissimulant la nausée et la pitié. Le garçon ne cria pas, il serra les dents jusqu'à ce que le sang coule de ses lèvres. Ce silence fut sa seule victoire. Ce jour-là, j'ai compris que la cruauté la plus profonde n'est pas celle qui fait hurler, mais celle qui impose le silence à la victime et à ses témoins. C'est dans ce monde de silence et de peur que je la vis pour la première fois, non comme une partie du décor, mais comme une personne. Madame la baronne, Éléonore de Valois. Elle se tenait sur l'un des balcons du château, une silhouette pâle et mince dans une robe de soie grise qui semblait se fondre dans le crépuscule. Elle ne regardait pas dans notre direction, son regard était perdu au loin, vers les collines. Il y avait en elle une immobilité, une solitude qui faisait écho à la mienne. Elle était l'épouse du maître, le sommet de la pyramide sociale dont j'étais la base, et pourtant, dans son regard vide, j'ai cru déceler les barreaux d'une autre sorte de cage. Une cage dorée sans doute, mais une cage tout de même. Elle était aussi prisonnière de cet homme et de ce domaine que moi, soumise à sa volonté, son corps et son nom lui appartenant. Cette pensée fugace fut comme une étincelle dans l'obscurité de mon esprit. On disait que l'esclavage avait été aboli. Des hommes, à Paris, avaient signé des papiers, prononcé des discours. Pour nous, ici, ces mots n'avaient aucun sens. J'étais légalement un homme libre, une farce cruelle. Qu'est-ce que la liberté sans un sou en poche, sans un nom qui soit vraiment le mien, sans un endroit où aller? Ma peau était en uniforme, mon arrêt de condamnation. Si je quittais le domaine, je ne serais qu'un vagabond, une curiosité, une menace. Ici, au moins, ma place était connue. J'étais la propriété du baron, même si la loi prétendait le contraire. Cette liberté théorique rendait la servitude encore plus amère. Elle n'était pas un droit naturel, mais une faveur révocable, une illusion que le maître pouvait dissiper d'un simple geste. La vraie liberté, je le savais, ne se trouvait pas dans les lois des hommes, mais dans un endroit bien plus profond et inaccessible. La journée s'achevait comme elle avait commencé, au son de la cloche. Nous rentrions dans nos dortoirs, nos corps endoloris, nos esprits vides. Le soir n'apportait aucun répit, seulement une obscurité qui rendait nos peurs plus grandes. Allongé sur ma paillasse, j'écoutais la respiration des autres dormeurs, le vent qui gémissait à l'extérieur. Je sentais le poids de toutes ces journées identiques s'accumuler sur ma poitrine, me volant le souffle. J'avais l'impression d'être enterré vivant, lentement, sous des pelletées de silence, de travail et d'humiliation. Parfois, je fermais les yeux et j'essayais de me souvenir d'un autre ciel, d'une autre terre, de la chaleur d'un soleil différent. Mais les souvenirs s'effaçaient, remplacés par la réalité immuable de ce domaine. Et au fond de moi, une certitude terrible grandissait.
Un monde construit sur un tel silence ne pouvait pas durer. Un jour, inévitablement, il faudrait qu'il crie. Parmi nous, il y en avait un qui portait le silence différemment. Son nom était Amadou. Il n'était pas né sur cette terre, et cela se voyait, dans la façon dont ses yeux sombres absorbaient la lumière sans la refléter, comme des puits profonds remplis de souvenirs d'un autre soleil. Il était arrivé enfant, disait-on, un cadeau exotique pour le baron, avant que la loi ne change les mots sans changer les faits. Sa peau noire le distinguait, le marquant comme une singularité dans notre mer de visage pâle et fatigué. Il travaillait avec une dignité qui était en soi une forme de défi. Ses gestes précis et mesurés, jamais gaspillés. Il ne se plaignait jamais, ne se mêlait jamais aux rares murmures de mécontentement. Il ne s'était construit une forteresse intérieure, et depuis ses remparts, il observait le monde avec une intelligence que l'intendant prenait pour de l'insolence. Je le voyais parfois, le soir, tracer des signes dans la poussière avec un bâton, et je savais qu'il gardait en lui un monde secret, un savoir interdit qui le rendait à la fois plus fort et infiniment plus vulnérable. Sa solitude était palpable, une aura de froid qui le suivait même sous le soleil écrasant de l'été. Les autres serviteurs le laissaient à l'écart, par peur ou par méfiance. Il était l'étranger absolu, celui dont la présence rappelait à chacun la fragilité de sa propre condition. Sa différence était une menace pour le semblant d'ordre qui nous permettait de survivre. On lui donnait les tâches les plus ingrates, on le logeait dans le recoin le plus humide de la grange, mais aucune de ces humiliations ne semblait atteindre le noyau dur de son être. Je sentais que sa douleur n'était pas celle de la faim ou du froid, qui était notre lot commun, mais une blessure plus ancienne et plus profonde, celle de la perte, du déracinement, le chagrin d'un monde entier arraché à sa mémoire. Il portait le fantôme de sa terre natale comme un vêtement invisible, et c'est ce qui le rendait si terriblement seul au milieu de nous, une âme exilée dont personne ne pouvait comprendre la langue du cœur. Puis il y avait elle, Madame la Baronne, Éléonore. Je la voyais parfois marcher dans les jardins manucurés, une silhouette fragile dans des robes dont le chatoiement semblait déplacé dans la lumière grise de Bourgogne. Elle était belle, d'une beauté froide et distante, comme celle d'une statue de marbre. Ses cheveux blonds étaient toujours impeccablement coiffés, sa peau d'une blancheur de lait, mais ses yeux bleus semblaient vides, fixant un point au-delà des murs du domaine, au-delà de sa vie. Elle se déplaçait avec une grâce silencieuse, presque spectrale, comme si elle craignait de faire du bruit, de laisser une empreinte sur le monde qui lui appartenait en titre, mais où elle n'avait manifestement aucune place. Elle était l'objet le plus précieux de la collection du baron, une parure destinée à rehausser son statut, et elle en avait l'immobilité et la tristesse. Sa cage était faite d'or et de soie, mais les barreaux n'en étaient pas moins solides que ceux de notre servitude. Son mariage était un secret de polichinelle, une performance jouée pour le monde extérieur. Au dîner, où je servais parfois, le silence à leur table était si lourd qu'il semblait absorber tous les autres sons. Le baron lui parlait rarement, et quand il le faisait, c'était sur un ton de commandement poli qui ne laissait aucune place à la réponse. Ses regards sur elle étaient ceux d'un propriétaire inspectant son bien. Je l'ai vu tressaillir imperceptiblement lorsqu'il posait sa main sur son épaule, un geste qui se voulait possessif mais qui ressemblait à une menace. Elle ne mangeait presque rien, se contentant de fixer son assiette tandis que le baron discourait sur le prix du vin ou la politique de l'empereur. Sa solitude était un cri muet dans les vastes salles du château. Elle était entourée de luxe, de domestiques, de tout ce qu'une femme de son rang pouvait désirer, et pourtant je n'avais jamais vu créature plus seule. Le baron Auguste de Valois régnait sur nous tous, y compris sur sa femme, avec la certitude tranquille de celui qui croit son pouvoir ordonné par Dieu lui-même. Il n'était pas un homme de colères explosives, sa cruauté était plus froide, plus calculée. C'était une force structurelle, la pierre angulaire de notre monde. Il incarnait la loi, la morale et la punition. Sa puissance résidait dans sa capacité à nous déshumaniser, par son indifférence, à faire de nous des extensions de sa volonté. Il pouvait décider de notre faim, de notre douleur, de notre sommeil. Il pouvait vendre nos enfants à d'autres domaines comme de jeunes animaux. Il pouvait prendre une femme parmi les servantes pour une nuit sans que personne n'ose protester. Il était le système tout entier concentré en un seul homme, un patriarche dont l'autorité s'étendait de la terre que nous labourions jusqu'aux pensées que nous n'osions pas formuler.
Sa présence suffisait à glacer l'air, à nous rappeler que nos vies ne nous appartenaient pas. Ainsi, les deux pôles de ce domaine vivaient dans des prisons parallèles, invisibles l'une à l'autre, mais régies par le même geôlier. D'un côté, Amadou, l'esclave libre, enchaîné par sa peau et son passé, trouvant refuge dans la dignité silencieuse de son exil intérieur. De l'autre, Éléonore, la dame du château, enchaînée par son nom et son sexe, se réfugiant dans une mélancolie passive. L'un était la négation de l'humanité par la misère, l'autre par l'opulence. Tous deux étaient des objets appartenant au baron. Je les observais, chacun à l'extrémité de notre univers, une silhouette sombre courbée sur la terre et une silhouette pâle encadrée par la pierre d'un balcon. Et une pensée terrible, une prémonition, s'est formée en moi. Que se passerait-il si ces deux solitudes, si parfaitement opposées et pourtant si semblables, venaient un jour à se reconnaître à travers l'abîme qui les séparait? Le silence qui recouvrait ce domaine était trop tendu. Ce fut par une seule fissure pour que tout s'effondre. Ce fut par une après-midi d'août, lorsque l'air était si lourd et immobile qu'il semblait presser sur les poumons et étouffer le moindre son. La chaleur écrasante avait vidé la cour, laissant un silence presque surnaturel, seulement troublé par le chant hypnotique des cigales dans les platanes. Je réparais une treille près du jardin à la française, un travail qui me plaçait juste à la limite de son monde à elle, mais suffisamment loin pour rester invisible. C'est là que je les ai vus. Elle était assise sur un banc de pierre, un livre relié de cuir posé sur ses genoux, mais elle ne lisait pas. Son regard était perdu dans le vide, comme d'habitude. Amadou, lui, sarclait une plate-bande à quelques mètres, son dos nu brillant de sueur sous le soleil impitoyable. Il y avait entre eux un abîme de silence, l'espace infranchissable qui séparait une planète de son étoile la plus lointaine. Et pourtant, dans cette immobilité partagée, je sentis pour la première fois qu'ils occupaient la même solitude, respiraient le même air désespéré. Soudain, comme tirée d'une rêverie, elle se leva. Elle laissa le livre sur le banc, un oubli si peu naturel pour quelqu'un dont les livres semblaient être les seuls compagnons. Elle rentra vers le château d'un pas lent, sa robe de mousseline blanche flottant derrière elle comme un fantôme. Le livre resta là, un objet incongru et dangereux, sa dorure captant un éclat de soleil. Je retins mon souffle. Je vis Amadou s'arrêter, son outil suspendu en l'air. Il regarda le livre, puis la porte par laquelle elle avait disparu. Une minute s'écoula, une éternité. Puis, avec une lenteur infinie, comme un homme s'approchant d'un animal sauvage, il posa sa binette et marcha vers le banc. Ses mains, habituées à la terre et aux callosités, se tendirent vers l'objet avec une hésitation qui était presque une prière. Le voir toucher le cuir fin, tourner une page avec une délicatesse que je ne lui connaissais pas, fut un spectacle à la fois terrifiant et profondément touchant. C'était une transgression silencieuse, l'acte d'un homme s'emparant d'une chose qui ne lui était pas destinée, la connaissance, la beauté, un monde au-delà de sa condition. Le craquement du gravier annonça son retour, mon cœur cessa de battre. Elle était revenue, se tenant à l'orée du jardin, et elle le vit. Elle vit ses mains noires sur les pages blanches, son corps courbé sur les mots comme un homme assoiffé penché sur une source. L'effroi me glaça le sang. Je m'attendais à un cri, à l'appel de l'intendant, à la fureur qui s'abattrait sur lui comme la foudre. Amadou se figea, sa tête se relevant lentement. La peur sur son visage était celle d'un homme qui sait sa vie terminée. Il se laissa tomber à genoux, laissant le livre choir sur le sol, le front contre la poussière, dans le geste ultime de la soumission. Attendant le verdict. Mais le cri ne vint pas. Le silence se prolongea, tendu à se rompre. Et dans ce silence, je vis sur le visage de la baronne non pas de la colère, mais une expression de stupeur, une curiosité si intense qu'elle effaçait toute trace d'offense. Elle ne voyait pas un esclave qui avait osé, mais un homme qui lisait. Je n'étais pas assez près pour entendre les mots, et peut-être était-ce mieux ainsi. Ce que je vis fut plus puissant que n'importe quelle parole. Je la vis faire un pas en avant, puis un autre. Elle ne le regardait pas avec mépris, mais avec une sorte d'émerveillement craintif. Elle lui parla, un murmure que le vent ne me porta pas. Je vis Amadou tressaillir, mais il ne releva pas la tête. Elle parla de nouveau, sa voix plus douce encore. Lentement, incroyablement lentement, il leva les yeux vers elle. Leurs regards se croisèrent.
Je vis ses épaules à elle s'affaisser légèrement, comme si un poids venait de lui être retiré. L'échange dura à peine une minute, mais le temps sembla se distorsionner. Il n'y avait plus de maître et de serviteur, plus de noir et de blanche, seulement deux solitudes qui se reconnaissaient à travers un abîme de conventions. C'était un moment suspendu, hors de notre monde, une fissure dans la réalité, un secret partagé dans le silence d'une après-midi d'été. Puis, aussi soudainement que tout avait commencé, ce fut terminé. Elle fit un geste de la main, un congé qui n'avait rien d'un ordre, et se détourna pour repartir vers le château. Mais cette fois, elle ne reprit pas son livre. Elle le laissa là, dans la poussière, près de ses genoux. C'était un don, une permission, une invitation. Amadou resta prostré un long moment après son départ, comme s'il craignait que tout cela ne soit un piège. Puis, ses mains tremblantes ramassa le livre, le serrant contre sa poitrine comme une relique sacrée. Il se releva, et dans son regard, la peur avait été remplacée par autre chose. Une lueur que je n'avais jamais vue auparavant, un mélange de terreur et d'espoir. En le regardant s'éloigner, le livre caché sous sa chemise, je sus avec une certitude absolue que quelque chose d'irréversible venait de se produire. La première pierre de notre monde venait d'être décelée, et je sentis le sol trembler imperceptiblement sous mes pieds. Le chaos n'avait pas encore de nom, mais il venait de naître. Après ce jour dans le jardin, l'air lui-même semblait changer de consistance, devenant plus lourd, chargé d'un secret que je sentais vibrer sans le comprendre tout à fait. Le livre, ce petit objet de cuir et de papier, devint un messager silencieux entre leurs deux mondes. Je la voyais, parfois, le laisser sur un banc, près d'une fontaine ou au pied d'un arbre, comme une offrande accidentelle. Plus tard, à la faveur du crépuscule, je voyais la silhouette d'Amadou se glisser hors de la grange pour le récupérer. Il ne le gardait qu'une nuit, le temps de dévorer les mots dans la pénombre avant de le reposer à l'aube au même endroit, intact. C'était un rituel muet, une conversation par objets interposés. Et chaque livre échangé était un pas de plus sur un pont invisible qu'il construisait au-dessus de l'abîme qui aurait dû les séparer. La peur qui accompagnait ce manège était une chose tangible, une brume froide qui s'épaississait à chaque transaction. Leur regard devint leur premier langage. Ils n'avaient pas besoin de se trouver au même endroit pour communiquer. Un matin, alors que nous transportions des sacs de grains, elle apparut à une fenêtre du premier étage. Elle ne regardait pas la cour, ni le ciel, mais un point précis, là où Amadou ployait sous sa charge. Il sentit son regard, je le vis dans la façon dont ses muscles se tendirent, dont il releva la tête une fraction de seconde. Leurs yeux se croisèrent par-delà la distance, un instant suspendu dans le temps. Ce n'était pas un regard de désir, pas encore, mais quelque chose de plus profond, une reconnaissance. Dans cet échange fugitif, ils se disaient tout le poids de leur solitude, la fragilité de leur espoir. L'intendant aboya un ordre et le moment fut brisé, mais le fil avait été tissé. Je compris alors que le danger ne venait pas seulement de leur rencontre, mais de cette capacité à se trouver même lorsqu'ils étaient séparés par des murs de pierre et des siècles de conventions. Leur première véritable conversation eut lieu près du Pigeonnier, une tour à moitié en ruine où personne n'allait jamais. Je m'y étais caché pour échapper un instant à la surveillance de l'intendant. Je les entendis arriver, leurs pas prudents sur le tapis de feuilles mortes. Sa voix à elle était un murmure, presque inaudible, timide. Elle lui parlait du livre qu'il avait lu, lui demandant non pas s'il l'avait aimé, mais ce qu'il y avait ressenti. La voix d'Amadou, quand il répondit, était grave et hésitante, la voix d'un homme qui n'a pas l'habitude de partager ses pensées. Il ne parlait pas de l'histoire, mais des mots, de la façon dont il pouvait peindre un ciel différent, un monde où l'âme n'avait pas de couleur. Je les entendis parler de la poésie, comme d'une patrie perdue. C'était une conversation si intime, si dépouillée de leurs statuts respectifs, que j'eus l'impression de commettre un sacrilège en l'écoutant. Ils n'étaient plus la baronne et l'esclave, ils étaient deux esprits se découvrant. Peu à peu, les livres devinrent un prétexte. Leurs rencontres clandestines se firent plus fréquentes, toujours dans des lieux oubliés du domaine où le silence et l'ombre offraient une protection illusoire. Ils commencèrent à échanger des fragments de leur vie, des éclats de leurs prisons respectives. Elle lui confia la solitude glaciale des dîners, le poids du nom qu'elle portait, le vide de ses journées réglées comme du papier à musique.
Il ne lui parla jamais directement de son passé, de la violence de son arrachement à sa terre, mais il lui décrivit la chaleur du soleil sur sa peau d'enfant, l'odeur des épices sur le marché de son village, la musique d'une langue qu'il commençait à oublier. Ce n'étaient pas des plaintes, mais des partages. En se racontant leurs blessures, il les rendait plus légères, comme s'ils s'aidaient mutuellement à porter un fardeau trop lourd pour une seule paire d'épaules. Chaque confession était un risque de plus, mais aussi un lien de plus qui les unissait. Leur sanctuaire devint la vieille grange au toit effondré, un lieu que même les rats semblaient avoir abandonné. L'air y était lourd de l'odeur de foin moisi et de terre battue, mais pour eux, c'était le seul endroit au monde où l'air était respirable. J'ai deviné leur refuge en voyant Amadou y cacher de la nourriture, un quigneux de pain, une pomme volée, comme pour préparer un nid. Je la vis un soir, prétextant une promenade, se diriger vers la lisière du bois et disparaître derrière le bâtiment des Labae. Je ne les ai pas suivis, je ne voulais pas voir, mais je savais. Je savais que là-bas, dans cette obscurité protectrice, ils pouvaient s'asseoir l'un près de l'autre, sans la peur constante d'un regard indiscret. C'était leur royaume secret, un territoire conquis sur le domaine du baron, un espace de quelques mètres carrés où ils cessaient d'être ce que le monde avait fait d'eux pour n'être qu'eux-mêmes, un homme et une femme. Leur curiosité initiale se mua en une nécessité dévorante. Ils n'avaient plus besoin des livres pour se parler. Leur conversation s'aventurait sur des terrains plus dangereux, ceux de l'âme. Elle lui raconta ses cauchemars, où elle se voyait se noyer dans ses robes de soie. Il lui parla de la dignité, de la façon dont il l'a préservée en se souvenant des histoires de son peuple, des contes de rois et reines dont il descendait. Il lui apprit quelques mots de sa langue, des mots doux qui sonnaient comme une musique étrange et belle dans le silence de la Bourgogne. En retour, elle lui lisait des poèmes à voix basse, des vers qui parlaient de liberté et d'amour, et ses larmes coulaient parfois sur les pages. Ils se soignaient l'un l'autre avec des mots. Je voyais le changement s'opérer en eux. Une lueur nouvelle brillait dans les yeux d'Éléonore, tandis que la posture d'Amadou semblait moins courbée, comme si ces rencontres lui rendaient une part de la verticalité qu'on lui avait volée. Un soir, alors que je rentrais du bois, je passais près de la chapelle abandonnée. La porte était entr'ouverte et une faible lueur filtrait de l'intérieur. Poussé par une inquiétude que je ne pouvais nommer, je regardais à travers la fente. Ils étaient là, assis sur un banc de pierre, éclairés par une unique bougie qu'il avait dû subtiliser. Elle venait de lui tendre un livre. En le prenant, leurs doigts s'effleurèrent. Ce fut un contact infime, presque imperceptible, mais je les vis tous deux tressaillir, comme s'ils avaient reçu une décharge électrique. Ils retirèrent leurs mains vivement, le souffle coupé, et se regardèrent avec un mélange de terreur et d'émerveillement. C'était la première fois que leur peau se touchait. Le monde extérieur, avec ses lois et ses interdits, cessa d'exister pendant une seconde. Dans le silence de la chapelle, une nouvelle frontière, bien plus dangereuse que toutes les autres, venait d'être franchie. Je m'éloignais, le cœur battant, sentant que le point de non-retour était atteint. La tension sur le domaine devint presque insupportable. Le baron, sans rien savoir, semblait sentir que son autorité était défiée par une force invisible. Il devint plus soupçonneux, plus irritable. Ses accès de colère, autrefois rares, se firent plus fréquents. Il fit fouetter un valet pour une tache sur ses bottes, renvoya une servante pour un regard qu'il jugea insolent. L'atmosphère de surveillance s'intensifia. Nous nous sentions tous épiés, non seulement par l'intendant, mais les uns par les autres. La peur nous rongeait, nous isolant encore davantage. Chaque rencontre entre Éléonore et Amadou devenait un pari insensé. Le risque n'était plus seulement le carcan ou le fouet, mais une mort certaine et horrible. Pourtant, cette pression extérieure ne fit que renforcer leurs liens. Leurs besoins l'un de l'autre devenaient plus grands que leur peur. Leur amour naissant se nourrissait du danger même qui menaçait de le détruire, comme une fleur fragile poussant sur le bord d'un précipice. Ils devinrent imprudents. Le besoin de se voir était devenu une drogue, un souffle nécessaire à leur survie. Les rencontres dans la grange ou la chapelle ne leur suffisaient plus. Elles étaient trop brèves, trop hantées par la peur. Ils voulaient plus de temps, un lieu où ils pourraient oublier, ne serait-ce qu'une heure, le monde qui les condamnait. Je les vis, un jour, échanger un regard lourd de sens dans la cour. Il hocha imperceptiblement la tête. Elle détourna les yeux, les joues pâles.
J'ai compris qu'il préparait quelque chose de plus audacieux, de plus fou. Il ne se contentait plus de voler des moments dans les marges du domaine. Il s'apprêtait à défier le baron en son cœur même, dans l'antre de son pouvoir. La simple pensée de ce qu'il pouvait avoir à l'esprit me glaça le sang. Leur amour les rendait vivants, mais il les rendait aussi aveugles aux dangers mortels qui se refermaient sur eux. Une nuit, alors que le château dormait et que seule la lune veillait, je vis une ombre se détacher de la grange. C'était Amadou. Il ne se dirigea pas vers les bois, mais vers le château lui-même. Il se déplaçait avec l'agilité silencieuse d'un chasseur, longeant les murs, se fondant dans l'obscurité. Il s'arrêta sous la grande bibliothèque, là où une petite porte de service donnait sur le parc. Je retins mon souffle. La porte s'entr'ouvrit sans un bruit, une fente de ténèbres dans la pierre grise. Il s'y glissa, et elle se referma. Il était à l'intérieur du sanctuaire du maître, là où sa seule présence était un crime capital. Je restais pétrifié, regardant la masse sombre du château, sachant qu'au-delà de ces murs, deux mondes interdits étaient en train de fusionner. Je savais avec une certitude terrifiante que cette nuit ne serait pas comme les autres. C'était la nuit où le chaos, jusqu'alors une simple menace murmurée, allait enfin trouver un chemin pour entrer. Je les imagine dans le silence de la bibliothèque, un sanctuaire de savoir et de pouvoir, où sa seule présence était un blasphème. L'air y était différent, imprégné de l'odeur du cuir ancien, de la cire d'abeille et du papier jauni, l'odeur même de l'autorité du baron. Je le vois, lui, Amadou, se tenant au centre de la pièce, une ombre de la terre et du labeur au milieu des reliures dorées, ses mains calleuses contrastant violemment avec la soie de la robe d'Éléonore. Elle a dû refermer la porte derrière lui, et le son du loquet s'enclenchant a dû résonner comme une condamnation définitive. C'est là, dans cette cage opulente, entourée par les mots des poètes et les lois des hommes qui les séparaient, qu'ils se sont regardés pour la première fois, sans la menace d'un œil extérieur. Le silence n'était plus celui de la peur, mais une toile de fond pour le battement furieux de deux cœurs qui n'auraient jamais dû se trouver dans la même pièce, encore moins dans le même monde. Le premier contact a dû être une déflagration. Pas un geste doux, mais une saisie désespérée, comme deux noyés s'agrippant l'un à l'autre dans une mer déchaînée. Je vois sa main à elle se poser sur sa poitrine, sentant pour la première fois la chaleur de sa peau à travers la toile rêche de sa chemise, un contact interdit qui brûlait comme une braise. Et ses mains à lui, ses mains qui ne connaissaient que la terre, la pierre et le bois, ont dû se poser sur son visage avec une délicatesse tremblante, comme s'il touchait une chose trop sacrée pour être réelle. Leur premier baiser n'a pas pu être une caresse. Ce fut une collision, une fusion de deux désespoirs, le goût salé des larmes se mêlant à la fièvre de leurs lèvres. C'était un acte de possession mutuelle, une façon de se dire, sans mots, que même si le monde les détruisait pour cela, cet instant leur appartenait entièrement. Dans ce baiser, ils ont scellé non seulement leur amour, mais aussi leur destin tragique. Je sais qu'ils ont fait l'amour cette nuit-là, sur le tapis épais devant la cheminée éteinte. Ce ne fut pas un acte de luxure, mais la forme la plus pure et la plus désespérée de la communion. C'était le besoin urgent de dépouiller leur corps des uniformes que le monde leur avait imposés. Elle, la baronne, lui, l'esclave. Dans l'obscurité, sous la lueur blafarde de la lune filtrant à travers les hautes fenêtres, ils n'étaient plus des symboles de leur condition, mais simplement une chair, une peau, des cicatrices et une tendresse infinie. Il a dû parcourir du bout des doigts les marques laissées par le corset sur sa peau à elle, tandis qu'elle caressait les cicatrices que le fouet avait laissées sur son dos à lui. Ils se sont reconnus dans leurs blessures. Pour quelques heures volées à l'éternité, ils ont créé un univers où leur amour était la seule loi, un refuge fragile et éphémère au cœur même du territoire de leur bourreau, ignorant que les murs qui les protégeaient étaient aussi ceux de leur futur tombeau. Mais même dans leur étreinte, la peur n'a jamais complètement disparu. Elle était là dans le moindre craquement du parquet à l'étage, dans le ululement d'une chouette au dehors, dans le tic-tac sinistre de l'horloge de parquet qui égrenait les secondes de leur vie volée. Chaque instant de bonheur était teinté de la conscience aiguë de sa propre fin. Après l'amour, alors qu'ils gisaient l'un contre l'autre, le silence est revenu, mais il était différent. Il n'était plus protecteur, mais menaçant. Le monde extérieur, avec ses règles et sa cruauté, commençait déjà à s'infiltrer par les fissures de leur bulle.
Je les imagine se regardant, lisant dans les yeux de l'autre la même terreur muette, la certitude qu'il n'y avait pas d'avenir après cette nuit. Ils avaient atteint le sommet de leur montagne, un sommet magnifique et vertigineux, mais de là-haut, ils pouvaient voir l'abîme qui les attendait de tous les côtés. La chaleur de leur corps ne suffisait plus à chasser le froid de la mort qui s'approchait. Le départ avant l'aube fut une déchirure. Chaque seconde passée ensemble rendait la séparation plus insupportable et plus nécessaire. Il a dû se rhabiller en silence, redevenant l'ombre qu'il était censé être. Elle a dû le regarder, son cœur se brisant à chaque vêtement qu'il enfilait, chaque pièce de l'armure de sa servitude qu'il remettait. Leur dernier baiser a dû avoir le goût des cendres, un adieu qui contenait toute la douleur du monde. Quand il s'est glissé hors de la bibliothèque pour retourner à l'obscurité de la grange, ils savaient tous les deux que quelque chose d'irréparable avait été commis. Ils n'avaient pas seulement défié le baron, ils avaient défié la structure même de l'univers. En s'aimant, ils avaient signé un pacte avec la destruction. En le regardant disparaître, je suis certain qu'elle a senti, tout comme moi je le sentais depuis des semaines, que le chaos n'était plus une simple possibilité. Il était maintenant en marche, et il ne s'arrêterait pas avant d'avoir tout dévoré. Le changement en elle fut la première fissure, la première lueur trahisse dans l'obscurité. Après cette nuit dans la bibliothèque, Éléonore n'était plus tout à fait la même. Une chaleur semblait émaner de sa peau, un souffle de vie dans le marbre froid de son existence. Ses yeux, autrefois des lacs gelés de mélancolie, brillaient d'une lumière intérieure, secrète et dangereuse. Elle portait son secret non comme un fardeau, mais comme une parure invisible, une grossesse de l'âme qui réarrondissait les angles de sa tristesse. Je la voyais parfois, dans les jardins, esquisser un sourire, et ce simple mouvement de ses lèvres était un acte de rébellion si assourdissant dans le silence de sa vie que j'en avais le souffle coupé. Nous, les serviteurs, nous le sentions tous. C'était un parfum nouveau dans l'air vicié du domaine, l'odeur de la fleur qui s'épanouit juste avant que la foudre la frappe. Et nous avions tous peur pour elle et pour nous. Le baron n'était pas un homme que l'on pouvait tromper. Sa surveillance n'était pas celle d'un mari jaloux, mais celle d'un souverain absolu dont le territoire venait d'être violé par une force qu'il ne pouvait nommer. Son indifférence habituelle en elle se mua en une attention glaciale et prédatrice. Je le voyais l'observer durant les longs dîners silencieux, son regard la disséquant, cherchant la faille, la tache, la preuve de la souillure qu'il sentait sans la comprendre. Il ne lui parlait pas plus qu'avant, mais son silence avait changé de nature. Ce n'était plus un silence de mépris, mais un silence de chasseur, celui qui attend, immobile, que sa proie fasse un faux pas. L'atmosphère du château devint irrespirable. Chaque couloir semblait s'être rétréci. Chaque ombre semblait abriter un espion. Le pouvoir du baron n'était pas dans ses cris, mais dans sa capacité à faire de nous tous des complices terrifiés de sa paranoïa. Il nous transformait en ses yeux et ses oreilles, et nous savions qu'il finirait par trouver ce qu'il cherchait. La chute vint d'une chose infime, un éclat de beauté dans un monde qui n'en tolérait aucune. C'était un petit oiseau de bois sombre, sculpté avec une patience infinie, dont les ailes semblaient prêtes à prendre leur envol. Amadou le lui avait donné, un fragment de son âme, un souvenir de sa terre lointaine. Elle le gardait caché dans un coffret à bijoux, le sortant la nuit pour le caresser du bout des doigts. Mais une servante, une fille nommée Céleste, dont le baron s'était lassé quelques mois plus tôt, vit le reflet de l'objet dans un miroir alors qu'elle faisait la chambre. Elle vit la tendresse avec laquelle Éléonore le tenait, une tendresse qu'elle-même n'avait jamais reçue. La jalousie, plus encore que la loyauté, est un puissant moteur. Céleste n'eut pas besoin de comprendre. Elle n'eut qu'à rapporter ce qu'elle avait vu. Un objet étrange, un fétiche qui n'appartenait pas au monde de la baronne, un secret tenu contre son cœur. Elle planta la graine du soupçon dans l'oreille du maître et attendit qu'elle germe en violence. La découverte fut d'une cruauté silencieuse et méthodique. Un après-midi, alors qu'Éléonore était à l'église, le baron monta dans ses appartements. Je le vis passer, son visage une plaque de marbre impassible. Il n'y eut pas de bruit, pas de saccage. Il n'eut pas besoin de chercher longtemps. Il ouvrit le coffret à bijoux et le trouva. Je l'imagine, seul dans la chambre parfumée de son épouse, tenant dans sa large paume ce petit oiseau fragile, ce symbole d'un monde et d'un amour qui lui étaient totalement étrangers.
La simplicité de l'objet a dû être pour lui l'insulte suprême. Ce n'était pas un bijou offert par un rival de son rang, mais une chose de la terre, faite par des mains d'esclaves. C'était la preuve que sa femme avait trouvé de la valeur là où lui ne voyait que du néant. Il referma le coffret, remit tout en place et quitta la chambre avec la même tranquillité effrayante. La tranquillité d'un homme qui vient de prononcer une sentence de mort et qui n'a plus qu'à choisir l'heure de l'exécution. Ce soir-là, au dîner, le chaos prit place à table. Le repas se déroula dans le silence habituel, plus lourd que jamais. Le baron ne la regarda pas une seule fois. Puis, entre le plat principal et le dessert, il sortit de sa poche le petit oiseau de bois. D'un geste lent et délibéré, il le posa au centre de la nappe blanche, exactement entre son assiette et celle d'Éléonore. L'objet semblait crier dans le silence. Je vis le sang quitter le visage de la baronne, laissant là d'une blancheur de cire. Elle fixa l'oiseau, son corps entier tremblant si violemment que je craignis qu'elle ne s'effondrait. Le baron, lui, se pencha légèrement en avant, un sourire à peine perceptible étirant ses lèvres. Il n'avait pas dit un mot, il n'en avait pas besoin. La vérité était là, sur la table, petite, sombre et terrible. Et nous tous, les serviteurs figés contre les murs, nous avons compris que ce n'était pas seulement la fin d'un amour, c'était le commencement de la fin de tout. Le baron ne prononça pas un mot. Il se contenta de repousser son assiette, son regard fixé sur Éléonore, un regard qui la déshabillait non de ses vêtements, mais de son âme. Le silence dans la grande salle à manger devint une chose solide, une masse de glace qui se formait dans nos poitrines, nous empêchant de respirer. Le petit oiseau de bois, si innocent et si terrible, semblait grandir sur la nappe blanche, projetant une ombre immense qui engloutissait tout. Je vis Éléonore porter une main à sa gorge, comme pour retenir un cri qui ne viendrait jamais. Son visage n'était plus celui d'une femme, mais un masque de cire figé dans une terreur pure. Le baron se leva alors, lentement, sans quitter sa femme des yeux. Il fit un signe de tête à son intendant, un geste à peine perceptible, mais qui contenait tout le poids d'un arrêt de mort. Le chaos n'a pas commencé par un hurlement, mais par le son feutré de ses bottes sur le parquet, s'éloignant pour aller déchaîner l'enfer. Le lendemain matin, avant même que la brume ne se lève des vignes, nous fûmes tous rassemblés dans la cour. Le froid de l'aube était mordant, mais ce n'était rien comparé à la glace qui nous serrait le cœur. Ils l'amenèrent, Amadou, enchaîné, le visage tuméfié mais le regard droit. Il ne nous regarda pas, ni les bâtiments de la ferme, ni la terre qu'il a tant travaillé. Ses yeux étaient fixés sur les fenêtres du château, une quête silencieuse et désespérée. Le baron se tenait sur le perron, vêtu de ses habits de chasse, comme si cette exécution n'était qu'autre forme de divertissement. Il ne parla pas, ni d'amour, ni de trahison. Il prononça une sentence pour vol et insubordination, des mots vides qui ne trompaient personne. Il s'agissait de rétablir l'ordre, de nous rappeler à tous que le monde était fait de maîtres et de possessions, et que toute tentative de brouiller cette frontière serait lavée dans le sang. Nous étions les témoins forcés de notre propre soumission. Ils l'attachèrent au carcan, le torse nu exposé au vent glacial. L'intendant, le visage impassible, prit le fouet, et la punition commença. Je détournai les yeux après le premier coup, incapable de supporter la lanière de cuir s'enfonçant dans sa peau sombre. Mais je ne pus échapper au son, un claquement humide et terrible qui semblait fendre l'air et nos âmes en deux. Ce qui me entra à jamais, ce ne fut pas la brutalité de l'acte, mais le silence d'Amadou. Il n'émit pas un cri, pas un gémissement. Il encaissa chaque coup, son corps se raidissant, ses muscles se contractant sous la douleur, mais sa bouche resta fermée. Son silence était son dernier royaume, la seule partie de lui que le baron ne pouvait pas prendre. Ce fut un acte de défi si immense, si absolu, que la cruauté du maître semblait soudain petite et misérable en comparaison. Il est mort lentement, sous nos yeux, mais il est mort comme un roi déchu, pas comme un esclave brisé. Quant à Éléonore, sa punition fut d'une autre nature, plus silencieuse, mais peut-être plus cruelle encore. Son existence fut simplement niée. 2 jours après la mort d'Amadou, une voiture arriva de Dijon,
transportant 2 médecins au visage sévère. Ils ne restèrent qu'1 heure. La rumeur se répandit comme un poison. La baronne, d'une nature nerveuse et fragile, avait succombé à une crise de folie. Elle fut confinée dans l'aile nord du château, celle dont les fenêtres étaient depuis longtemps garnies de barreaux. On ne la revit plus jamais. Son nom devint un tabou, son souvenir une ombre. Le baron l'avait effacée du monde, la transformant en un fantôme hantant sa propre maison. Elle était devenue une morte vivante, enterrée dans une tombe de soie et de silence, sa seule compagnie étant le souvenir d'un amour qui lui avait tout coûté, y compris la réalité même. Sa prison dorée était devenue une véritable geôle, son esprit le seul témoin de son supplice. Le chaos promis par le titre de notre histoire ne fut pas une révolte bruyante, mais une lente décomposition de l'intérieur. Le domaine, privé de son cœur secret, se mit à pourrir. Le baron, hanté par la trahison, devint un tyran paranoïaque, voyant des complots dans chaque ombre, de l'insolence dans chaque regard baissé. La peur qu'il avait instillée paralysa le travail. Les vignes furent négligées, les récoltes se firent maigres. La servante qui les avait dénoncées fut renvoyée sans un sou, car le baron ne supportait pas la vue du visage qui avait été le miroir de sa propre humiliation. La confiance, ce ciment fragile qui maintenait même notre misérable communauté, se désagrégea complètement. Nous n'étions plus des compagnons de misère, mais des suspects les uns pour les autres. Le domaine de Valois, autrefois un modèle d'ordre et de prospérité, devint un lieu de silence et de déclin, un royaume rongé par la folie de son roi. Des années ont passé. L'hiver est revenu bien des fois, couvrant la terre d'un linceul blanc qui ne parvient jamais tout à fait à purifier la mémoire du sol. Je suis vieux maintenant, et mes mains tremblent en tenant mes outils. Le baron est mort, seul et amer, dans un château qui tombait en ruine autour de lui. Le domaine a été vendu à des étrangers qui ne connaissent rien de son histoire. Mais moi, je me souviens. Parfois, la nuit, quand le vent souffle depuis le nord, j'ai l'impression d'entendre un murmure venant des fenêtres barrées de l'ancienne aile. Est-ce le vent ou le fantôme d'Éléonore qui lit encore de la poésie à une ombre que seule elle peut voir? Le souvenir d'Amadou et d'elle est devenu une cicatrice sur le paysage, invisible pour les nouveaux venus, mais pour moi, elle brûle encore, surtout quand le froid se fait plus vif. Leur amour fut une étoile filante, un instant de lumière aveuglante destiné à se consumer dans notre nuit sans fin. Ce que le baron n'a jamais compris, c'est qu'en les détruisant, il a rendu leur histoire immortelle. Il a voulu tuer un homme et une femme, mais il a créé une légende, un conte tragique que je me suis juré de ne jamais laisser mourir. Il a voulu prouver que son ordre était immuable, mais il a seulement démontré que même dans la plus profonde obscurité, une étincelle d'humanité peut naître et tout menacer. Leur crime ne fut pas d'aimer, mais de croire, un seul instant, qu'un monde différent était possible. Et c'est pour ce crime que le nôtre les a condamnés. Écoutez attentivement le silence qui pèse sur ces vieilles terres de France. Il est rempli d'histoires comme celle-ci, des murmures de vie brisées qui attendent simplement qu'une oreille, une seule, ose enfin les entendre.